Merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais saluer l'initiative de l'association des baristas pour cette journée scientifique, remercier les organisateurs et dire en même temps que pour moi c'est une occasion renouvelée puisque tous les ans je viens faire un cours à l'université Paris-6-Jussieu dans le master de biologie, donc sur le café, la biologie des caféiers. Donc aujourd'hui, en très peu de temps, je vais vous faire un panorama très rapide sur la production du café. Et tout d'abord rappeler quelques éléments très généraux sur la production mondiale. Donc ce qui est important de constater, c'est la rapide évolution de la production, de 60 millions de sacs dans les années 60 à près de 150 millions de sacs, et donc une croissance très régulière comme la consommation mondiale, qui se fait dans de nombreux pays, 70 pays au monde, mobilisant de nombreuses familles de producteurs, et qui sur le plan du produit, sur le plan qualitatif, a évolué. C'est cela qu'il faut voir en termes d'arabica, donc croissance dans les types naturels et les mild, et par contre une très forte croissance du robusta qui atteint pratiquement 40% maintenant de la production mondiale. Les pays producteurs, je n'ai pas besoin de vous les présenter, vous les connaissez, entre Arabica et Robusta. Ce qui est quand même très marquant, c'est le fait que deux pays, le Brésil pour l'Arabica et le Robusta, et le Vietnam pour le Robusta, représentent 50% de la production mondiale. Et ensuite, la Colombie, l'Indonésie, et après, beaucoup de pays, mais en fait de très faible production, ce qui peut expliquer aussi pas mal de difficultés. Alors, 3 espèces de caféiers sont cultivées. L'Arabica, le Canephora, Arabica, Canephora et l'Iberica de façon confidentielle, puisqu'ils représentent moins de 1% de la production mondiale. Je ne détaillerai pas la diversité de ces caféiers, l'origine, puisque en fait elles représentent 3 espèces par rapport à plus de 100 espèces de caféiers. Si vous voulez des détails, on y reviendra. Ce qui est plus important, c'est que l'origine des caféiers résulte de la mise en culture de plusieurs espèces, et pas seulement de l'Arabica et du Canephora. Bon, l'histoire de l'Arabica, vous la connaissez, il y a 3 siècles, en partant du Yémen, et la diffusion vers Java d'un côté pour le café Typica, et vers la région Bourbon, l'île de la Réunion, donc pour le type Bourbon. Par contre, l'utilisation des autres espèces et leur mise en culture, elle, s'est faite uniquement à la fin du XIXe siècle, lorsque l'Arabica a été très affectée par les épidémies de rouille. Et on a essayé différentes espèces, et le premier à être utilisé, c'était le Liberica, et ensuite le Canephora qui a pris la place principale. Mais d'autres espèces comme le café Congensis, le Stenophila, le Racemosa sont des espèces qui ont été mises en culture, essayées, testées. Vous comprenez bien que la centaine d'espèces de caféiers ont été dégustées. Et en fait, il y en a très peu qui sont vraiment consommables et d'intérêt agronomique. Alors, les caractéristiques de ces caféiers, je n'ai pas besoin de vous les rappeler. C'est par rapport à leur adaptation au climat, les modes de reproduction, ça c'est un point important, c'est que le fait que l'Arabica est autogame, donc peut s'auto-féconder, alors que les autres espèces ne peuvent pas se féconder, elles sont en intercroisement. Et puis d'autres caractéristiques importantes, c'est que la durée des cycles de ces espèces peuvent être très différents, donc de plus en plus longs, et donc on a différents comportements
en culture à cause de ces évolutions. Alors, les variétés de caféiers, je vais vous en présenter quelques-unes. Ces photos juste pour vous donner de la diversité de couleurs, de types de fruits. Mais ce qui est le plus important, c'est de voir d'où viennent ces variétés. Alors, la région d'origine de l'Arabica, vous connaissez, c'est l'Éthiopie, avec ces zones de culture qui vous sont représentées donc en vert, les zones vertes, les zones de forêt. Au sud-ouest, la région d'origine des caféiers et plus à l'est, quelques zones plus limitées dans la culture des caféiers. Ce qui est important en Éthiopie, c'est de voir qu'on a toute la séquence et toutes les situations de la culture du café. C'est-à-dire, on va depuis le café dans la forêt jusqu'aux plantations industrielles. Alors, le café dans la forêt, c'est le café sauvage et on fait uniquement de la cueillette. Et puis, on peut améliorer le système en éclaircissant un peu la forêt et éventuellement même en replantant quelques caféiers sous la forêt. On peut enfin ensuite transférer des graines de caféiers sauvages auprès des cases et donc dans les jardins vivriers, planter des caféiers. Et enfin, on peut créer des plantations plus ou moins intensives, plus ou moins importantes. Et là, on a en fait toute la panoplie des types de cultures que l'on peut rencontrer. Alors, ceci nous conduit à une liste de variétés. Je vais bien entendu pas vous les présenter toutes et ce panorama, c'est juste pour vous dire que il y a beaucoup de variétés de caféiers arabica. Il y a d'abord les populations historiques, c'est-à-dire les populations qui sont dérivées d'Éthiopie, dont le geisha est un bel exemple. Il y a surtout de par le monde des caféiers qui relèvent de la lignée Bourbon, donc qui ont été transférés du Yémen vers la Réunion, ou bien de la lignée Typica qui a été, elle, transférée vers Java et répandue dans le monde ensuite. Et en fait, dans toutes les lignées sélectionnées que vous avez, qui sont présentées ici, en fait, on en a fait des variétés qui sont soit simplement des lignées parce qu'on a choisi parmi les populations initiales quelques plantes qui avaient des caractéristiques un peu différentes, ou bien des mutants, des vraies mutations, donc Maragojib, Katoura, etc. Mais en définitive, tout cela, ce sont des Bourbons et des Typica. Et l'amélioration à ce moment-là a consisté à croiser simplement l'origine Bourbon par l'origine Typica, ce qui a donné naissance au Mondo Novo, et à un dérivé donc, du Mondo Novo recroisé par Katoura, donc le Katouaï. Alors, je vous disais, si on fait la généalogie de ces caféiers, on se rend compte d'une chose, c'est que la diversité génétique, en fait, est très faible entre toutes ces variétés nommées. Et ceci, c'est une analyse grâce aux marqueurs génétiques, analyse donc de diversité maintenant classique, qui vous montre que vous avez tout un groupe de caféiers, donc tout un cluster de caféiers, qui sont les caféiers, les variétés cultivées. Vous retrouvez le Bourbon, qui forme un ensemble avec Villassarchi aussi, ou le Moka, et puis vous avez les Typica ici, avec du Katouaï et des Blue Mountain. Ça, ce sont toutes les formes cultivées. En fait, on retrouve les deux groupes de départ. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que tout ce cluster, ce sont les caféiers sauvages, les caféiers naturels d'Éthiopie. Donc on voit qu'ils sont totalement différenciés les uns des autres, et là on retrouve Geisha par exemple. Donc ça montre que pour le moment, la diversité utilisée au niveau mondial est très particulière et très différente de celle que l'on utilise et que l'on connaît en Éthiopie. Donc ça pose plein de questions intéressantes sur la façon de diversifier
les caféiers cultivés. Ensuite, l'amélioration de l'arabica a consisté à introduire la résistance à la rouille et aux maladies d'une façon générale. On a vu que c'était un des problèmes essentiels. Et pour résoudre le problème de la rouille, on a recherché des gènes de résistance, non pas dans l'arabica, parce qu'il y en a très peu, mais dans le robusta, dans le canephora, ou dans les autres espèces de caféiers. Et on a utilisé le fameux hybride de Timor, qui a été trouvé donc dans l'île de Timor et qui a la résistance, qui avait la résistance totale à la rouille. Et on a introduit cette résistance dans toutes les variétés cultivées, comme le Caturra, Catuai, etc. Et donc on a fabriqué avec cela ce qu'on appelle la famille des Catimor si c'est croisé avec Caturra, ou Sarchimor si c'est croisé avec Villa Sarchi. Et donc ces différents types ont donné des variétés cultivées en Amérique centrale, au Brésil, en Inde, etc. Et enfin, les derniers nés dans les variétés, ce sont le groupe des variétés hybrides, c'est-à-dire l'utilisation de la vigueur hybride lorsque l'on croise deux variétés. Le premier produit a été fait au Kenya, Ruiru 11, et depuis, il y en a un certain nombre de nouveaux qui commencent à être diffusés. Ces clones interviennent récemment parce que pour multiplier un hybride, il faut un système de multiplication végétative efficace, puisque vous avez une plante qui est hétérozygote, au sens, je veux dire, elle reçoit des gènes des deux variétés, et si vous les ressemez, vous allez avoir disjonction, c'est-à-dire recombinaison de tous les caractères. Donc pour maintenir le type hybride, on est obligé de le multiplier végétativement. Le canephora, je passerai plus vite, mais pour dire simplement que le canephora, lui, est originaire donc d'Afrique, toute l'Afrique depuis l'ouest jusqu'à l'Ouganda, jusqu'à l'est, dans toutes les forêts. Donc vous voyez, là on est typiquement dans un exemple où on a utilisé directement aussi des caféiers venant des forêts, il y a un siècle, hein, c'était début des années 1900. On a utilisé donc les caféiers venant de ces différents endroits et on les a cultivés soit en Afrique proprement dit, soit exportés et introduits dans les autres pays. Et l'analyse génétique montre les groupes que l'on retrouve, des groupes géographiques d'origine. Et ici, je vous signale le conilone, c'est-à-dire le canephora cultivé au Brésil, qui appartient en fait à un groupe dont l'origine en Afrique se trouve ici. Alors, les populations cultivées, je disais, populations d'origine locale ou introduites, je n'insisterai pas, avec des noms de localités en fait, et l'amélioration, en fait, dans les différents pays faisant du canephora, on a créé en fait des populations, puisque ce sont des plantes qui s'intercroisent, donc des populations hétérogènes, dans lesquelles on a fait éventuellement de la sélection de clones, donc multipliés par voie végétative. Et ce qui est intéressant aussi, on a fait un certain nombre de variétés qui sont des porte-greffes, et alors en particulier pour la tolérance, la résistance aux nématodes du sol. Dernier type de variété dont je vous parlerai, c'est que vous avez vu qu'on avait utilisé des croisements donc, entre Arabica et Canephora, donc pour la résistance à la rouille. Et on a aussi utilisé quelques autres hybrides. Alors il se forme des hybrides naturellement, mais un des hybrides intéressants, c'est ce qu'on appelle le Congusta, qui est un croisement entre Canephora et Congensis, une espèce d'Afrique centrale. L'intérêt de cet hybride, c'est qu'il est très fertile, donne des graines qui ressemblent parfaitement à l'arabica. Vous avez les fruits ici. La même quantité de caféine que l'arabica, donc beaucoup moins que le canephora, et donne un café très doux. Il est cultivé malheureusement peu en Inde, à Java, à Madagascar.
L'Arabusta, c'est un autre type dont vous avez sûrement entendu parler, qui est un croisement entre l'Arabica et le Canephora, qui donne un hybride qui a été fait pour améliorer la qualité en fait du Canephora, c'est-à-dire essayer de cultiver en basse altitude un café qui se rapproche de l'Arabica. Effectivement, on obtient un café amélioré dans ce type de croisement. Malheureusement, il est relativement sensible à des maladies et d'une fertilité insuffisante pour être vraiment cultivé en grande quantité. Et un dernier exemple de ce qu'on peut imaginer comme hybride à Madagascar, on a resynthétisé l'Arabica. C'est-à-dire on a croisé les deux parents possibles de l'Arabica. Vous savez que l'Arabica est un tétraploïde, donc issu de deux espèces, Eugenioides et Canephora. En le doublant, on obtient un Arabica artificiel et qui n'est pas forcément utilisable directement, que l'on recroise avec l'Arabica. Et à Madagascar, il y a actuellement des descendances qui sont étudiées dans ce cadre-là, qui donnent des Arabicas laïques, hein, avec des teneurs en caféine de l'ordre de 0,7, 0,8, donc relativement intéressant. Donc toutes ces variétés sont diffusées soit sous forme disons, d'une diversité très limitée, c'est-à-dire d'un seul génotype, lorsque l'on multiplie simplement des lignées, des hybrides ou bien des clones de Canephora. Par contre, on a des plantations et des systèmes multigénotypes, donc beaucoup plus de diversité chez le Canephora. C'est peut-être aussi ce qui explique pourquoi les plantations de Canephora ont moins de problèmes du point de vue en particulier sanitaire. Quant à la diffusion des semences, c'est un problème, parce que où est-ce qu'on trouve les semences? Eh bien, la plupart des caféiers sont cultivés à partir de semences que récoltent les paysans eux-mêmes dans leurs plantations ou par échange. Et donc, on reste sur des populations qui ne sont pas forcément très contrôlées. Il n'y a pas un véritable marché de la semence du café. Il y a quelques multiplicateurs dans les pays comme le Brésil, ou bien des instituts qui font de la multiplication contrôlée. Et enfin, la multiplication végétative, donc comme pour tous les arbres fruitiers, elle peut se faire de façon horticole, bouture, greffe. Mais aujourd'hui, on utilise la culture in vitro pour de la multiplication en masse, en très grande quantité. Et donc, qui permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, pour les variétés, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais terminer sur les systèmes de culture rapidement. Alors, des exemples de systèmes de culture, bien entendu, des jardins de cases en Éthiopie ou bien des grandes plantations. Et la situation en Éthiopie, on l'a déjà vu. En fait, on peut classifier les systèmes de culture du café de façon très simple en trois grandes catégories. Donc la caféiculture traditionnelle, familiale, donc petite surface, faible densité de caféiers, très peu d'intrants, d'engrais, etc. Culture manuelle, hein, associée à d'autres cultures ou bien sous des arbres d'ombrage, avec une productivité assez limitée, donc de quelques centaines de kilos à l'hectare. À l'autre extrême, vous avez la caféiculture intensive, donc liée à la période de la Révolution verte des années 80, 70-80, et qui se fait à très forte densité avec des caféiers nains, sans ombrage, mécanisés aussi bien pour l'entretien que pour la récolte, beaucoup d'intrants, c'est-à-dire aussi bien irrigation que engrais, avec des productions donc de 1 à 3 tonnes à l'hectare. Et enfin, ce qu'on essaie de promouvoir actuellement, c'est une caféiculture agroécologique, donc intermédiaire, qu'on appelle souvent en agroforesterie parce qu'on y associe des arbres, alors des arbres fixateurs d'azote ou des arbres utilisables parce qu'ils produisent des fruits ou bien du bois.
et puis on utilise le moins d'intrants possible. Et le développement de ces différentes catégories et de ces différents systèmes dépend beaucoup de l'encadrement technique et des moyens financiers dont ils disposent. Des exemples de caféiculture intensive, en particulier en Chine, où on développe en quelques dizaines d'années donc une production qui dépasse 100 000 tonnes avec une seule variété, un catimor, et pratiquement pas d'ombrage ou très peu. Donc actuellement ils sont en train de corriger le tir, ou bien au Brésil avec des plantations qui permettent de la culture mécanisée et en particulier la récolte mécanique sur des très grandes surfaces. Le type hybride, eh bien, un élément important, c'est que ces hybrides dont je vous ai parlé, cultivés sous ombrage ou en plein soleil, voilà les types de résultats très importants que l'on a, c'est que les hybrides produisent plus que les types, les lignées, mais surtout en système d'agroforesterie, le différentiel donc des hybrides reste relativement important et aussi important que dans le système en plein soleil où bien sûr la production peut être quand même légèrement supérieure. Bien, je n'aurai pas le temps de traiter autre chose, je vais m'en tenir là, juste pour vous dire et pour la discussion que j'ai des éléments donc sur les maladies, bien sûr on peut en revenir parce que la santé des plantes, et une autre diapo qui est importante, c'est celle de l'impact du changement climatique, et j'ai choisi parmi les nombreuses cartes qui existent celle-là, sur les prévisions à 2050, des zones donc en rouge qui vont correspondre à la perte de la possibilité de cultiver dans ces zones. On voit que c'est relativement important dans le cas de l'arabica. Par contre, dans le robusta, il y a moins de zones, sauf l'Afrique de l'Est, qui sont affectées. Par contre, les gains en vert sont très importants pour le canéphora en général, les possibilités de culture, alors que pour l'arabica, eh bien, il y en a très peu, une petite zone au sud du Brésil. Et un exemple frappant, c'est en Ouganda, voilà les zones de culture actuelles pour le robusta, voilà ce qui resterait avec une augmentation de plus de 2 degrés. Et dans le sud du Brésil, donc dans le Rio Grande do Sul, c'est une zone où il n'y a pratiquement pas d'arabica actuellement et on aurait en fait une zone qui deviendrait tout à fait favorable pour l'arabica. Voilà ce que je voulais vous dire. Les aspects qualitatifs vont être beaucoup plus traités dans les autres présentations, en particulier sur le plan sanitaire, organoleptique, sur le plan biochimique aussi. Donc je n'aurai pas le temps d'en parler, mais on en parlera pendant la discussion. Merci de votre attention.